Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Quand l'investissement sonne l'heure de l'impact. Nicolas Sellier, cofondateur de Ring Capital. On n'impose rien, il faut trouver une façon, montrer que tout ça, in fine, c'est bon pour le business, c'est bon pour les employés, ça limite le risque et ça maximise la valeur de la société à long terme. Et je pense que c'est ça. Ensuite, je pense que les entrepreneurs impact, ils innovent d'une partie pour trouver des solutions, mais une grosse partie de l'innovation, elle est justement, c'est comment j'aligne mon business model. Comment j'ai un business model où 1 euro de chiffre d'affaires fait X centimes d'impact et vice-versa. Cet échange enthousiasmant nous éclaire sur la manière dont Ring Capital a fait tendre son modèle d'investissement vers l'impact au fil des années et les lancements de fonds. Nicolas détaille la trajectoire du VC de leur focus sur le growth jusqu'à la création de Ring Mission, leur récent fonds à impact. J'ai saisi l'occasion de cette conversation pour évoquer l'initiative Take Your Place et plus particulièrement les implications de l'intégration des clauses diversité et inclusion dans les pactes d'actionnaires, y compris les mesures concrètes et les reportings associés. Nicolas nous révèle également une facette intéressante de Ring, leur investissement dans les associations qu'ils transforment en entreprises impactantes à forte croissance. Nous abordons la présence de certains des LPs, parmi lesquels Visa Foundation et les retombées concrètes que cela engendre pour le VC. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Salut Solène. Merci de me rejoindre au Luxembourg. Écoute, c'est une super opportunité de venir voir cette belle ville ensoleillée. Voilà, c'est ça, on a un super beau temps. Écoute, alors j'aurais aimé que tu te présentes à notre audience avant qu'on parle de Ring et d'impact. Pas de problème. Nicolas Sellier. Moi, j'ai été quasiment pendant toute ma carrière un investisseur. J'ai commencé par faire 5 ans en Asie dans la M&A. Je m'étais juré que je ne ferais jamais de M&A. Et puis, moi, j'ai commencé 5 ans à Hong Kong en M&A pour Paribas. J'étais à Hong Kong. J'avais pas beaucoup d'argent. Le loyer était très cher à l'époque. Je faisais du bateau. Donc, j'habitais sur un petit voilier dans le port de Hong Kong. Excellent. Et donc, après 5 ans, j'avais un peu d'argent de côté. J'ai pris 1 an et demi off pour revenir à la voile avec ma femme de Hong Kong jusqu'en Bretagne. Et là, je suis tombé, c'était les années 2000, j'ai été recruté pour monter un petit groupe de capital risque au sein du Crédit Lyonnais. Et puis, j'ai rejoint assez vite Alven Capital, qui est un fonds de venture capital, où j'ai investi à la fois dans des sujets assez tech comme Dataiku, plateforme, et des sujets moins tech, plus lifestyle comme Cézanne, Showroom, Leligo. Et j'ai créé chez Alven, j'ai vu arriver en début 2010-2011 ces premiers entrepreneurs un peu fous, qui étaient des entrepreneurs de la tech à part entière, mais qui voulaient dédier leur activité à des sujets qui fassent avancer le monde. Et j'ai proposé à mes camarades d'Alven de monter un petit fonds qui investissait, le premier fonds à investir dans des startups à impact. C'était encore un peu tôt. Ils m'ont dit, écoute, ça c'est pas tellement... nous, on est plus dans le business, de la finance, mais comme ça te tient à cœur, on est d'accord pour que tu le fasses à côté d'Alven. Et donc, j'ai monté avec un garçon qui venait de vendre Cogedim à Alterea, qui s'appelait Arnaud de Ménibus, qui était un type super. On a monté Investir et Plus, qui était un petit fonds... premier petit fonds en France à investir dans des startups à impact. On a investi dans des très belles boîtes comme Simplon et l'OSO, qui ont fait la preuve en fait que quand on avait un très bon entrepreneur qui adressait un vrai problème, il n'y avait pas de raison que la croissance soit moins forte qu'une startup qui vend des épées virtuelles sur World of Warcraft. Donc Simplon, aujourd'hui, c'est des écoles de code qui forment à la base des gens des quartiers sans emploi au code pendant 6 mois pour qu'ils trouvent un job derrière. Et aujourd'hui, Fred Bardot qui est toujours à tête, il y a plus de 100 écoles Simplon, des joint ventures avec showroom privé, avec Microsoft. Et c'est un très beau succès et économique et d'inclusion, parce que des milliers de gens ont trouvé un job grâce à Simplon. Voilà. Et après Ring. Et après Ring, après 11 ans chez Alven, je me suis dit il est temps de faire des choses de moi-même. Et la vision de Ring, c'était à l'époque, les fonds d'investissement étaient surtout constitués d'ex-banquiers ou de consultants de Bain, etc. L'idée de Ring, c'était de faire un fonds un peu différent qui soit constitué de financiers, mais aussi d'entrepreneurs et d'opérationnels de la tech. Donc mon associé qui s'appelle Geoffroy Bragadier était le fondateur d'empruntis.com, qui a un beau succès. On a un garçon qui était à la tech chez Criteo, une jeune femme qui a tout fait sa carrière dans les fintech, qui est patronne du marketing Europe de Saxo Bank, un garçon data scientist qui a monté l'équipe data scientist. Voilà, mélanger ces expertises. On avait le choix. C'était trop tôt pour monter un fonds d'impact à l'époque, parce que les investisseurs nous riaient encore quand on disait qu'on allait résoudre des problèmes sociaux avec des startups et qu'ils allaient gagner de l'argent. Donc on a monté on s'est dit on va faire une première plateforme. On a monté un fonds de grosse tech qui était
un créneau qui était entre le venture capital, le stage et le private equity. Les gens du private equity n'osaient pas aller dans la tech à l'époque, et les gens du venture rechignaient à faire du cash-out pour les entrepreneurs, à acheter des sociétés rentables. Vous voulez vraiment des très grosses croissances. Donc nous, on était à l'articulation des deux, et on a pas mal trouvé notre créneau, et ça nous a, dès la levée de ce fonds, on a pu monter une équipe et investir dans un fonds d'impact. D'accord. En termes d'équipe, maintenant, vous êtes combien ? En termes d'équipe, on est 17 employés, auxquels s'ajoutent 4 operating partners qui sont en prestation de service à mi-temps sur des sujets une personne qui dédie leur mi-temps à l'accompagnement des boîtes du portefeuille. D'accord. Donc, typiquement, on a Florence Bonpex qui était l'ancienne DRH de Business Object, qui accompagne toutes les boîtes du portefeuille, quels que soient les fonds dans lesquels on investit, sur des sujets coaching, recrutement, évolution des COMEX. On a un garçon Thibaut Bechtoile, qui accompagne les boîtes du portefeuille sur les sujets sales, stratégie. Bonnie, qui est aux US, qui était la 4e employée de SAP, qui a les sociétés dans leur go-to-market américain. Et Marie-Gabrielle, qui était l'ancienne DIRCAB du haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, elle qui accompagne les boîtes sur la maximisation de leur alignement business, impact, sur leur chemin pour devenir Bicorp, entreprise à mission, sur leur stratégie climat, etc. Sur votre site, il y a la mention de Ring to Success. Est-ce que tu peux en dire un mot ? Ça m'intéressait. Ring to Success, c'est le nom du programme développé par ces 4 operating partners. Okay. Nous, on a 2 gros sujets et qui sont alignés. C'est l'impact et la croissance. Si on a des gens qui ont un impact, mais dont les sociétés n'arrivent pas à croître ou ne croient pas de façon saine, in fine, ils n'auront pas d'impact. Donc vraiment, les 2 piliers de Ring, c'est on n'investit que dans des entrepreneurs à impact, mais notre additionnalité, c'est de les aider à avoir plus de croissance saine, et à maximiser l'alignement entre leur cœur d'activité impact et leur performance pour que les deux se nourrissent, pour que plus j'ai de chiffre d'affaires, plus j'ai d'impact, et plus j'ai d'impact, plus mon business soit bon. Alors, imaginons qu'il y ait un entrepreneur dans lequel vous investissiez, qu'il soit une association ou un petit peu cet état d'esprit, donc pas vraiment une société commerciale qui a envie de faire beaucoup d'argent. Comment est-ce que vous l'amenez à s'upskill sur tous ces sujets d'un point de vue vraiment très concret ? Alors ça, c'est un super sujet. Et je pense qu'on a énormément à faire dans l'hybridation des modèles. Rendre les associations plus commerciales pour qu'elles soient moins dépendantes de dons et qu'elles aient un plus gros effet de levier. Mais aussi faire comprendre aux entrepreneurs classiques qu'ils ont un vrai intérêt, une responsabilité, un vrai intérêt à avoir une stratégie philanthropique qui soit alignée avec leur business. Je prends un exemple, on a investi dans une société qui s'appelle Stitch, qui rend accessible le permis de conduire, c'est un permis de conduire à 800 € au lieu de 2000 € parce qu'ils sont très digitaux, parce qu'ils ont des prises de rendez-vous, pas d'agence. Et ces gens-là, on leur dit, mais les gars, si vous mettiez 10% de vos dépenses Google dans des cours gratuits pour des gens qui ont besoin de leur permis pour bosser, mais qui n'ont même pas 800 € à dépenser. Ok, votre ROI, coût d'acquisition client à court terme, il serait peut-être un peu moins bon, mais peut-être qu'en termes d'engagement de vos collaborateurs, d'engagement des profs, de rayonnement dans les cités, vous auriez un bien meilleur ROI sur le long terme que celui de Google. Qu'on les a présentés aux orphelins apprentis d'Auteuil, ils ont commencé à tester le truc, ils ont vu que ça marchait bien. De même, ils ont fait un partenariat avec les missions locales en France pour ouvrir leur planning quand ils ouvrent des villes aux gens qui sont sponsorisés, aux jeunes sans emploi sponsorisés ou affiliés aux missions locales qui venaient du coup prendre des cours gratuitement. Et là, avec un de nos operating partners, ils sont encore allés encore plus loin, de créer un fonds de dotation dédié à l'accompagnement gratuit des jeunes qui n'ont pas les moyens de passer leur permis, pour devenir la première association de formation au code de la route et au permis. Et on voit que l'accélération, la cohérence entre cette philanthropie et leur business est totale. Et leur philanthropie est aussi un aide, leur permet de rayonner et du coup d'accélérer leur business. Donc ça, on y croit très fort. Pour les entrepreneurs qui sont vraiment que asso, on a créé un fonds qui s'appelle Ring Foundation, qui est financé par une partie par 5% de nos frais de gestion, des dons et une partie du carry d'interest. Et là, pareil, c'est le même métier, c'est de dire notre métier, c'est d'identifier des entrepreneurs à impact à fort potentiel de croissance et d'impact et de les accompagner. Donc on identifie des jeunes entrepreneurs mais associatifs. On les finance, là c'est gratuit sur des programmes de 3 ans, et on les accompagne en intégrant les entrepreneurs asso dans notre pool d'entrepreneurs, comme tous les autres entrepreneurs de Ring. Donc à ce titre, ils ont accès à un directeur d'investissement pro bono, ils ont accès au programme Ring to Success dont tu parlais et à nos operating partners, ils ont accès à nos ateliers, à nos événements, à nos workshops, ils peuvent se présenter lors des assemblées de porteurs de parts
à tous nos financiers pour aussi pour faciliter leur levée de fonds. Et surtout, ils sont ravis en tant qu'entrepreneurs associatifs de l'ESF, ils sont ravis de côtoyer des entrepreneurs de la tech, des entrepreneurs plus classiques, parce qu'ils ont beaucoup à apprendre d'eux et vice-versa. Et réciproquement. Ouais. Comment est-ce que vous accédez, parce que alors, pour un entrepreneur plus traditionnel, donc pas asso, on a le sentiment quand même que c'est dans un écosystème qui est très fermé, avec des points d'entrée qui sont quand même assez classiques. Vous êtes clairement identifié tous ces fonds-là par ces entrepreneurs-là. En revanche, dans les associations, il y a moins le réflexe d'aller voir du capital risque ou du CapDev. Comment est-ce que vous faites le lien avec eux ? Alors les assos, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, elles ont pour beaucoup de mal à lever de l'argent, donc on essaye de pas trop faire la pub de notre fonds. Voilà, c'est raté aujourd'hui, merci. C'est toi qui as choisi de venir. Les auditeurs, ils sont plus dans la finance que dans les assos, donc encore que. Du coup, on essaye vraiment, pour limiter le taux de refus, d'aller choisir, de repérer celles qui nous plaisent et de les contacter. La dernière, on a contacté une asso qui s'appelle Fratrie, qui est une super asso de co-living, qui marche très bien, mais c'est du co-living de jeunes professionnels avec des jeunes adultes handicapés mentaux, donc beaucoup autistes ou victimes de trisomie comme Lazare 21. En fait. Voilà, comme Lazare, ouais. Mais là où Lazare est une super asso aussi, là où Lazare fait du co-living avec des gens de la rue, Fratrie fait du co-living entre jeunes adultes et jeunes adultes qui sont victimes de porteuses de handicap mental. D'accord. On reviendra donc plus en détail sur votre stratégie d'évolution vers un fonds 100% impact et sur toute votre société d'investissement, mais j'aimerais juste que tu dises un mot sur Take Your Place. Et tu nous expliques, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette initiative, ce que ça signifie et rentrer peut-être en détail sur les clauses de diversité et d'inclusion que vous insérez maintenant dans les packs d'actionnaires. Ouais, alors Take Your Place, c'est une très belle asso montée par Anthony Babkin et Saïd Amouche, qui est le fondateur qui est un magnifique entrepreneur social, fondateur de Mosaïque RH, et qui a vocation à rendre la French Tech, le secteur de la tech, plus inclusive. Il part du constat qu'on a des milliers de talents qui ne penseront jamais, qui n'ont pas les moyens, les connexions de rentrer dans la tech. Et dans la tech aussi, on souffre quand même beaucoup d'entre-soi et on souffre de peine à recruter des talents. Donc eux se disent, devant cette évidence, nous, Take Your Place, comment on peut essayer de faire en sorte que la tech soit plus inclusive. En rencontrant Anthony, je lui ai dit, tiens, il galérait un peu à convaincre startup par startup. Je lui ai dit, mais tu devrais t'associer au fond. Nous, au fond, on a un portefeuille de 50 boîtes. Notamment quand on investit, on a quand même un petit pouvoir de conviction et du coup passe par les fonds, faisons connaître Take Your Place à une vingtaine de fonds et demandons aux fonds de s'engager sur quelques clauses, à mettre dans leur pack, à contraindre ou à monter peut-être tout le bienfait de l'inclusion dans la tech aux boîtes du portefeuille. D'accord. Donc aujourd'hui, on est une vingtaine de fonds à s'être engagés à chaque investissement à mettre 4 clauses dans les packs d'actionnaires, demander aux entrepreneurs d'avoir un référent inclusion dans leur société, de former sur ces sujets-là au moins une fois par an leurs équipes, de mesurer l'inclusion, de reporter sur l'inclusion et d'avoir un biais inclusif dans leur recrutement. Un truc qui est tout bête, ça commence par quand le CEO, si le CEO d'une entreprise fait lui-même les job desks, il est très probable qu'un jeune de 21 ans dans un quartier ne se retrouve pas du tout dans la job description. Bien sûr, donc faire lire à des gens jeunes, des gens qui ont d'autres horizons, une job desk pour avoir leur retour est déjà la première étape vers l'inclusion. Est-ce qu'il y a des contraintes, c'est-à-dire si jamais dans les sociétés qui sont au sein de votre portefeuille, il y en a qui ne respectent pas ça, je ne sais pas, tu vois des pratiques qui ne sont pas forcément alignées, est-ce que vous avez des mesures correctives ? Des mesures correctives radicales, non, alors c'est dans le pacte, donc c'est un droit privé. Donc les gens s'y engagent. Ouais. Et en revanche, on le fait plutôt à l'envers, c'est qu'on offre la moitié d'une adhésion d'un an à Take Your Place aux boîtes du portefeuille. Et dans cet abonnement, il y a 2 choses. Il y a une formation de Take Your Place aux pratiques inclusives et il y a également un premier diagnostic qui est fait par Diversity, par Mixity, qui est un outil qui permet aux sociétés de savoir où elles en sont. C'est quoi Mixity ? Mixity,
c'est un outil d'évaluation sur ces sujets, d'inclusion avec plusieurs axes qui permet à des structures de savoir où elles en sont de leur pratique inclusive. Top. Et ça, c'était il y a combien de temps que ça a été mis en place ? Ça, c'était il y a 18 mois. D'accord. Vous voyez déjà des petits bébés, je dirais des impacts déjà maintenant, 18 Non, mois pas plus encore. tard. Mais des gens ont été surpris du taux d'acceptation à la fois chez les investisseurs, du nombre d'investisseurs qui ont été prêts à se bouger sur ces clauses-là, ce qui, il y a 3 ans, aurait été complètement impossible. Les gens se sont dit, attends, nous on est dans le business, il ne faut pas perturber. T'es gentil, on va pas rester en focus, quoi. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour vous expliquer tout ça. Alors, en fait, quand j'ai préparé l'épisode, j'avais en tête que vous aviez lancé Ring Mission, qui était un fonds impact. Voilà, et je trouvais que c'est déjà très formidable et j'étais vraiment très heureuse de lire tout ça. Et en fait, en discutant avec toi, je me rends compte que ça a été toute une progression. Donc, j'aurais aimé que tu nous expliques un petit peu comment vous avez fait progresser le tout premier fonds et comment le cheminement de pensée, même pour vous, s'est fait. Ouais, écoute... ravi d'en parler, j'en parle pas souvent, mais c'est vrai que le premier fonds, on n'avait pas l'espace pour monter un fonds d'impact. On dit l'impact quand on voyait les rires, les sourires qu'on déclenchait chez nos interlocuteurs en 2012-2013 quand on parlait d'impact. On s'est dit on va galérer, on va mettre 3 ans à lever un tout petit fonds. Donc on a commencé par lever un fonds de capital développement innovation qui était un interstice du venture capital et du private equity, parce que les gens du private equity n'investissaient peu dans la tech encore à l'époque, donc il y avait un trou. Donc on a décidé, on a dit première étape, on va monter un fonds qui fera 120, 150 millions d'euros, qui nous permettra d'avoir la surface financière, qui nous permettra de créer dans la foulée un fonds d'impact, et là on sera plus à l'aise, on aura plus de temps pour le monter. Donc on a fait ça, on a monté ce premier fonds. On a monté dans la foulée, on a recruté une équipe pour un fonds impact. On a commencé à lever un fonds d'impact. On a monté un fonds impact. Et là, on a eu 2 problèmes. L'image qu'on renvoyait, les journalistes, les entrepreneurs disaient mais vous êtes impact ou pas impact ? Ensuite, l'autre problème, c'est dans les équipes. Voilà, on peut être les deux. Après, les équipes du premier fonds, on dit attends, c'est sympa votre truc, mais d'où ? Quand il y a un entrepreneur qui sauve le monde, qui travaille pour la planète, c'est chez l'équipe impact. Et quand c'est de la merde et que c'est mauvais, ça va chez nous. Non, je caricature un peu, mais c'est vrai, il fallait vivre avec cette fracture entre les deux. Ouais. Et il se trouve que le Covid a été un gros accélérateur à la fois de prise de conscience de l'importance d'aligner l'investissement, l'entrepreneuriat avec les grands problèmes du monde, et que si on n'en tenait pas compte, on allait tous, la planète allait à la ruine, le climat social aussi, et de toute façon, in fine, si on ne traite pas ces sujets-là, tout le monde perdra de l'argent et aucun investissement ne sera pérenne. Donc il y a eu cette prise de conscience assez forte, et il y a eu aussi, et on a commencé à voir arriver progressivement plus de deal flow sur des sujets gros, de boîtes à impact qui s'étaient créées il y a quelques années, comme Too Good To Go, comme Castali, qui étaient plus de l'early stage, plus des startups, qui avaient une certaine taille critique qui les rendait éligibles pour notre fonds gros. Donc pendant le Covid, on s'est dit ok, pour que ça soit plus simple, plus cohérent, qu'on soit plus diversifié tant vis-à-vis des parties prenantes que des entrepreneurs, maintenant Ring, c'est que de l'impact, tout Ring est que de l'impact, et on a une seule mission chez Ring qui est d'accompagner et de financer les entrepreneurs qui construisent des solutions aux gros problèmes sociaux et environnementaux. On fait à travers notre fonds de growth, à travers le fonds de venture, à travers Ring Foundation pour les entrepreneurs qui ont choisi des statuts associatifs qui sont des jeunes associations, et là donc en dons et pas en investissement. Top. Alors comment on fait évoluer un fonds growth traditionnel en un fonds growth d'impact ? Écoute, ça s'est fait assez naturellement parce qu'on a quand même... Moi, j'avais créé Tech for Good France, j'étais Investirez Plus, qui était le premier fonds de start-up tech à impact en 2011. Donc, à titre personnel, j'avais une image très impact. Et donc, notre deal flow a été plus... Ayant créé un fonds d'impact, Ring est devenu assez visible par des entrepreneurs impact. Donc, notre deal flow naturel était notre deal flow impact. D'accord. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Quand Thibault Lamarque, le fondateur de Castali, ils font des fontaines à eau qui permettent de lutter contre la prolifération des bouteilles en plastique et du coup de ce fait de lutter aussi d'éviter le transport de bouteilles. Une bouteille, je crois qu'elle fait 700 km entre l'embouteillage et sa consommation. C'est autant de CO2 évité quand vous avez une fontaine. Donc, et Thibault était un entrepreneur très militant, engagé chez Greenpeace, toujours engagé pour la préservation des océans.
Lui est venu nous voir, il dit moi je ne veux parler qu'à des fonds impact. Je dis tu sais, nous on n'est pas que impact. Non mais ok, mais vous avez un fonds impact, je vais parler. Donc naturellement, je pense qu'on a eu accès au bon deal impact. Et à une période où il y a eu énormément de liquidités sur le marché, énormément de fonds qui se sont créés, même en termes de stratégie, c'était important de se différencier. Nous, on avait cet ADN impact, cette légitimité forte dans l'impact qui commençait à exploser. C'était aussi une décision stratégique intelligente de se dire attends, maintenant, on va faire que ça et rester très focus sur les entrepreneurs à impact. Top. Alors j'étais intéressée de rentrer un petit peu plus dans le détail avec les contraintes d'investissement. Parce que quand tu es un fonds à impact, tu as quand même des contraintes, c'est des fonds article 9 avec vraiment un scope qui est très précis et des contraintes vraiment fortes. Donc comment est-ce que vous suivez ça ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets des contraintes que vous avez dans ces portefeuilles ? Des choses que, je ne sais pas, comme la corrélation entre les tonnes de CO2 évidées, des startups, ce genre de KPIs. Ouais. On a 3 types de contraintes. On a des contraintes à l'investissement, des contraintes de gouvernance, parce que nous on ne les voit pas comme des contraintes, comme des accélérateurs, et des contraintes de reporting pendant la durée de vie des investissements. En termes de contraintes d'investissement, on investit on a 2 types de niveaux. Investir dans des entrepreneurs à très fort potentiel de croissance, ça c'est les contraintes qu'on a, les critères d'investissement qu'on a qu'ont tous les autres fonds dans l'impact, on a les mêmes. On a une contrainte sur nos critères d'impact, c'est-à-dire que le cœur d'activité des sociétés dans lesquelles on investit doit contribuer directement à l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui ont le mérite d'être connus et utilisés par tout le monde, d'être un référent connu. Ouais. Et au-delà de ça, on a 4 critères. L'intentionnalité, c'est à la fois le plus subjectif, mais le meilleur garde-fou. C'est est-ce que le dirigeant, l'entrepreneur, se lève le matin avec comme moteur la volonté de résoudre un problème social ou environnemental et la conviction que la meilleure façon d'y arriver, ça sera à travers son entreprise qui adresse ce sujet-là, une entreprise de croissance pérenne et performante. Ça, c'est de l'intentionnalité. Le potentiel, on investit dans les boîtes qui ont le plus d'impact. Donc là, c'est vrai que depuis quelques années, le potentiel d'impact a plutôt tendance à augmenter avec l'explosion du nombre de startups et de scale-up à impact. La mesurabilité, il faut que ça, si on a besoin d'une équipe de post-doctorants pour mesurer l'impact, nous on passe notre tour. Et additionnalité, évidemment, que l'impact il soit incrémental et que ça ne vienne pas prendre l'impact d'une asso, d'une collectivité ou d'une autre entreprise. On a parlé de mesures d'exclusion sectorielle, de pratiques, etc. Mais surtout, la pierre angulaire de cette stratégie, c'est la création d'un business plan extra-financier avec l'entrepreneur. On identifie 2 à 5 objectifs KPI extra-financiers impact qu'on propose à nos investisseurs. Et ce sont nos investisseurs qui décident d'accepter les objectifs. Les LPs, les LPs qui d'ailleurs souvent nous envoient balader, disent non, ce truc-là c'est trop subjectif, revoyez votre copie. Votre objectif à 5 ans, il est trop faible, vous pourriez être plus ambitieux. Donc, ce sont nos LPs qui, in fine, valident la nature des objectifs et les objectifs eux-mêmes. Et ça, parce que sur tous nos fonds, maintenant, 50% du carry d'interest dépend des business plans extra-financiers du portefeuille. Donc évidemment, on ne peut pas, nous, être jugés partis. C'est l'argent de nos LPs, entre guillemets. Donc eux sont décisionnaires sont les décisionnaires ultimes sur proposition et avec chaque année, et c'est une des contraintes, chaque année on a un auditeur tiers qui audite tous les business plans extra-financiers des sociétés pour avoir un avis de tiers sur lequel les LPs peuvent prendre leurs décisions. Donc ça apparaît comme une contrainte. En revanche, c'est un outil qui est aussi très riche, parce qu'une fois qu'on a construit ce business plan avec l'entrepreneur, on dit à l'entrepreneur, notre performance financière est indexée là-dessus. Pourquoi tu ne fais pas la même chose pour toi et pour tes équipes ? Et ça serait, si tu utilises ces KPI, ça permettrait, d'aligner les objectifs de tes actionnaires, des dirigeants et des employés, d'avoir des outils de répartition de la valeur entre tes employés basés sur des critères d'impact qui permettent à chaque personne, où qu'il soit dans ta société, quand il prend une décision business, de dire attends, cette décision business, est-ce qu'elle a un impact positif ? Moi, j'y ai intérêt parce que je serai rémunéré pour ça. Et de piloter ta société de façon un peu plus inspirante que les gars, il faut faire plus 30% de chiffre d'affaires et plus 0,15 de marge d'EBITDA en Q3. Les gars, vous êtes des gagnants, vous allez y arriver. Mais dire, comme Thibaut Lamarck, si je reprends cet exemple, les gars, l'objectif cette année, c'est d'éviter
80 millions de bouteilles en plastique à la mer et d'éviter X tonnes de CO2 en transport. Et donc, il en fait un outil de fédérateur de management. Alors, question, parce que j'avais creusé ce sujet-là spécifiquement avec Antoine Fine, que tu connais probablement sur un de mes épisodes, il y a déjà, je pense, 2 ans. Comment un entrepreneur va réconcilier les contraintes qu'il a sur sa cap table? Il a Ring Capital, il a, je ne sais pas, Utopia et puis 2050. Chacun a son cahier des charges. Comment est-ce qu'un entrepreneur arrive à réconcilier tout ça? Il se trouve que ces 3-là sont très conciliables et assez proches différemment, mais entre 2050 et Utopia, oui, tout à fait. Il y a un alignement d'intérêts pour vous trois, mais des pratiques qui sont différentes, tu vois. Il y a 2 choses. Je pense qu'il faut innover, se creuser la tête, et en même temps, on n'impose rien. Il faut trouver une façon, montrer que tout ça, in fine, c'est bon pour le business, c'est bon pour les employés, ça limite le risque et ça maximise la valeur de la société à long terme. Et je pense que c'est ça. Ensuite, je pense que les entrepreneurs impact, ils innovent d'une partie pour trouver des solutions, mais une grosse partie de l'innovation, elle est justement, c'est comment j'aligne mon business model. Comment j'ai un business model où 1 euro de chiffre d'affaires fait X centimes d'impact et vice-versa. Parce que si l'impact se fait au détriment de la performance, il n'y aura pas d'impact, il ne sera pas durable et on n'arrivera pas à engager les autres. Donc c'est vraiment innover et montrer que l'impact, c'est un accélérateur du performance. C'est vrai qu'un entrepreneur qui arrive à adresser des problèmes d'emploi, de formation, d'émissions de CO2, d'agriculture régénératrice, il a beaucoup plus de raisons de créer de la valeur en prenant beaucoup moins de risques qu'un gars qui vend des émoticônes sur iPhone. Donc je pense que l'alignement, la convergence, elle est très forte à partir du moment où on se donne le temps, on se donne la durée, on se donne le temps de créer de la valeur sur plusieurs années, de bâtir des sociétés solides. Et on ne se dit pas, il faut gagner de l'argent en 18 mois, et faire tourner tous les 3 ans, parce que là, il y a un désalignement entre la création de valeur et la rémunération des acteurs. Tout à fait. Alors, dans les LP, tu as cité le FEI, il y a Visa Foundation. Vous avez plusieurs LP institutionnels comme ça. Ça implique quoi concrètement, la présence de ces fonds-là comme LPs ? Alors, elle est différente, mais elle est très importante pour nous. Visa Foundation, je crois qu'on est le premier investissement de Visa Foundation en France. Et c'est de la même façon que les entrepreneurs à impact aiment avoir des fonds impact, nous avoir des LPs de cet acabit qui en même temps sont complètement alignés. Visa Foundation, ils ont une activité philanthropique, mais ils veulent aussi aller investir leur bilan sur des sujets qui sont en cohérence avec leur objectif philanthropique. En l'occurrence, c'est l'inclusion et les small businesses. Et donc on est complètement alignés. Le FEI, c'est un investisseur qui est très pointu, qui pour nous a 2 gros avantages. C'est le plus bel hub européen du private equity et ils sont très en avance sur ces sujets-là. Typiquement, le mécanisme d'alignement du carried interest, d'une partie du carried interest sur des objectifs d'impact, c'est le premier à le concevoir avec autant de finesse sont les équipes du FEI. Nous, on s'en est inspiré, d'ailleurs bien avant que le FEI soit chez nous, on s'est inspiré parce qu'on dit que c'est l'outil le plus d'alignement des rémunérations, le plus intelligent et le plus pragmatique qu'on ait vu passer. Donc ils ont aussi une capacité à être assez leader, à être opinion leader dans cet écosystème. Et vous avez des partenaires comme Tikeo, BPI, BNP Paribas, etc. C'est quoi la nature des relations que vous avez avec ces partenaires-là ? Et est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une carte à jouer pour travailler main dans la main avec ces acteurs de la finance pour faire vraiment accélérer les choses ? Oui, carrément. Les acteurs de la finance et les autres. Nous, on se voit comme un écosystème. Tout le monde. En tout cas, des acteurs de la finance, les entrepreneurs, les jeunes. Les jeunes sont moteurs. L'État, la puissance publique, il n'y aura pas de transition énergétique, de justice sociale sans la justice publique. Ces acteurs ne se parlent pas et nous, on pense qu'il y a une énorme richesse à travailler avec des activistes, avec des étudiants, avec des élus, avec des institutionnels. Et que c'est de ces échanges où chacun donne et reçoit qu'émergeront des solutions durables. Sur les acteurs que tu as cités, ils sont assez différents. BNP est un partenaire très impliqué dans les sujets impact. Tikeo, c'est à part. Sans Tikeo, on ne serait pas là. Tikeo, c'est notre premier associé. Ils sont, quand on a créé Ring, le premier à nous avoir soutenus est Antoine Flammarion. En disant, moi, je crois ce que vous faites, je vous soutiens. Ils sont associés de la société de gestion. On a des relations, c'est une des plus belles aventures entrepreneuriales dans la finance en France des dernières années. Enfin, c'est des entrepreneurs à la tête d'institutions financières. Il y en a peu. On a une relation très proche, que ce soit sur des sujets d'impact, que sur des sujets de deal flow, corporate, de développement, de stratégie. Donc on a une intimité avec eux qu'on n'a pas avec d'autres.
Mais tous les autres sont nos LPs et on vise à avoir avec eux une relation plus riche que d'investisseurs à investis, mais de se nourrir de leur connaissance, de leur deal flow et de leur expertise. Comment est-ce qu'on mesure la valeur actionnariale durable pour les LPs ? C'est de la plus-value, c'est des distributions. Je pense là encore, il n'y a pas de raison. Mais en extra-financier. Si tu penses purement extra-financier. Elles ont un reporting extra-financier. Ouais. Donc, on mesure le nombre de personnes qui, à travers les boîtes du portefeuille, étaient sans emploi, ont trouvé un emploi durable. Typiquement, on est investisseur d'une société qui s'appelle YouSchool. Mm-hmm. C'est une plateforme en ligne de formation au certificat d'aptitude professionnelle. Okay. Donc, une grosse partie des clients sont des femmes qui sont en conversion professionnelle, qui ont des situations familiales où elles ont des difficultés à se déplacer, ou qui sont dans des régions où elles n'ont pas accès à des cours. On mesure le nombre de femmes qui font la formation jusqu'au bout, qui ont un emploi, qui ont leur CAP et qui sont en emploi 9 mois plus tard. Mm-hmm. Donc voilà, typiquement, c'est ces KPI-là sur lesquels on reporte, qu'on audite chaque année, qui viennent s'ajouter à la performance financière des fonds. D'accord. Dernière question, en fait, j'en ai plein. J'ai une liste, on aurait pu continuer encore. Pour tous les KPIs et tout le suivi, tous les reportings que tu as mentionné et grainés au fil de notre discussion, est-ce que vous avez des outils ? Ah si, c'est ça en fait. Tu vas nous parler un petit peu des outils que vous avez développés en interne, parce que je suis assez fascinée par ce que votre CTO a mis en place. Tu peux rapidement nous en dire un mot ? Ça n'a rien à voir avec l'impact. Si, forcément. Tout à fait. Mais si. Bien sûr. Là aussi, c'est le fait de créer la tech est partout. Souvent, les investisseurs investissaient dans la tech, mais avaient des CRM et faisaient leurs travaux chacun de son coin sous Excel. Donc nous, on a 3 personnes qui développent nos outils. Notre CTO, qui était un des responsables de la R&D chez Criteo, un data scientist et un lead dev à temps plein, qui a 2 types d'outils. Des outils qui vont crawler le web pour identifier des sociétés impact qu'on n'aurait pas vues, qui seraient éligibles. Donc c'est crawler des LinkedIn, crawler GitHub, crawler plein de sources Internet pour identifier des signaux faibles et qui nous permettent de dire tiens, telle société, elle est en croissance, elle est intéressante, contacte-le. Ensuite, on a des outils d'automation qui permettent de contacter directement les dirigeants de ces sociétés. Et une fois que toutes ces sociétés sont dans les bases, les mécanismes d'enrichissement de l'information, trouver sur des sources privées ou publiques plus d'informations sur ces entreprises. En permanence, on a des algorithmes qui tournent dans nos bases pour identifier des sociétés qui n'auraient pas été éligibles 3 ans avant, mais qui le sont. Typiquement, un de nos investissements, c'est une société qui s'appelle YesPark. C'est une place de marché de parking longue et moyenne durée dans laquelle on investit pour financer le déploiement de bornes de recharge pour accélérer la mobilité électrique. Ces gens-là, on les avait reçus dans notre base quand ils étaient tout petits. C'était trop jeune pour nous. 4 ans après, nos algos ont dit tiens, leur business plan prévoit qu'ils soient rentables l'année dernière, qui vient de s'écouler en 2020, et qu'ils aient un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Donc ça a généré une alerte. On a appelé ces gens-là qui disaient bah oui, justement, on pense à refaire une levée de fonds. C'est tant bien que vous nous appelez. Donc voilà, c'est des outils qui nous permettent à la fois d'être plus diligents sur le deal flow. Et ensuite, dans le CRM, on brasse tellement de données. On a un CRM dont on est très fiers, et qui a été développé par nos équipes, qui va scanner toutes les notes, les messages, les rendez-vous, et qui du coup vous dire tiens, toi, Clipperton, qui est un de nos apporteurs d'affaires, le mois qui s'est écoulé, il n'y a eu aucun rendez-vous, aucun mail de Clipperton, donc ça fait une petite alerte au gars chez nous qui est responsable de la relation Clipperton. Et toi, est-ce que tu fais en sorte que quelqu'un voit Clipperton ce mois-ci parce qu'il y a un vide. Ouais. Mais après, pour les reportings extra-financiers, pour le suivi des boîtes du portefeuille, monitoring des risques, etc., pour pouvoir reporter à vos LPs, qui ont l'air quand même d'être vraiment dans le détail, est-ce que vous développez des choses ou est-ce que vous utilisez des outils externes ? Je pense toujours à Sweep, parce que j'ai reçu Rachel de la Corée. On est chez Greenscope, on essaie d'être efficace, on n'a pas envie de développer pour développer. Quand c'est plus efficace, on développe nous-mêmes, mais sinon on travaille avec beaucoup d'outils pour tout ce qui est reporting à nos investisseurs, pour tout ce qui est reporting ESG, on travaille avec pas mal d'outils. D'accord. Alors, une question pour clôturer cette discussion. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ces investissements à impact et la balance entre les objectifs financiers, les objectifs d'impact dans le VC, mais même plus particulièrement pour tous les marchés privés ? C'est vaste. Non, ouais, c'est vaste, mais en même temps, elle est facile. De toute façon, on n'a pas le choix. Et on voit bien que, je pense que de la même façon qu'il y a 30 ans,
ceux qui ont créé le plus de valeur, c'est les entrepreneurs qui ont compris que le digital, c'était pas avoir un site internet, c'est mettre du digital au plus profond de ton activité, de tes pratiques, de tes process. Aujourd'hui, pour nous, c'est une évidence, mais celui qui créera le plus de valeur dans les 3 prochaines décennies, c'est celui qui comprend qu'il y a des vrais sujets à régler, et la valeur sera là, et que celui qui met l'impact au plus cœur de son activité, de ses pratiques, de ses process, c'est lui qui aura le plus de valeur. Et nous, on vient de recruter un talent, une fille d'un super talent qui était la meilleure junior, la mieux notée de son fonds. Elle est venue nous voir en nous disant, mais moi, je m'occupe du climat, de l'impact dans mon fonds, mais c'est pas central, je veux travailler pour un fonds qui fait que ça. Et je dis, mais tu sais, c'est génial, mais nous, ton fonds, il a quelques milliards sous gestion, on ne pourra pas te payer. C'est pas grave, je veux travailler pour ça. Donc quand les meilleurs talents rejoignent les sociétés qui ont le plus d'impact, déjà, on a un petit avantage sur les autres. Les clients, pareil. On voit que les clients, notamment poussés par les jeunes générations, entre un produit impact et un produit sans impact, ils sont assez vigilants. Ils préfèrent payer un peu plus, voire acheter le produit impact. Et ces mêmes-là, ils dépensent leur épargne. Et on voit bien que les nouvelles générations, elles sont très attentives à mettre leur épargne dans les projets qui ont le plus d'impact. Donc là encore, une société impact, elle a plus de clients, les meilleurs talents et un coût de capital bien inférieur parce que tout le monde... Donc, il n'y a pas de raison quand on voit... Il n'y a pas de raison. Et vu la taille des problèmes qu'on a réglés en face, plus l'accélération de la R&D du digital, qui sont autant d'outils pour régler les problèmes qu'on peut régler, je pense qu'il faut être fou aujourd'hui pour investir dans des sociétés qui ne sont pas impact. En termes de risque réputationnel, de risque de difficulté de trouver des clients, des talents, la valeur, elle sera chez les gens qui mettent la personne humaine et la planète au cœur de leur activité et elle sera peu ailleurs, ou en tout cas, elle sera assez risquée ailleurs. Good luck. C'est top. Bon, le mot de la fin, en fait, c'est pas celui-là. Le mot de la fin, c'est un livre que tu nous recommandes. Ah, mais ça n'en finit jamais. Non, il y a plein de mots de la fin. Le livre que je vous recommande, si moi j'en lis un en ce moment qui a l'air tout bête comme ça, s'appelle Être un chêne. C'est Laurent Tillon qui est un forestier. D'accord. Et c'est l'histoire d'un chêne et d'un seul chêne entre 1760 et maintenant. D'accord. Et quand on voit la richesse du vivant, la richesse de l'intelligence de la nature, on se dit waouh, c'est comme une énorme source d'inspiration et d'imitation pour travailler ensemble et pour trouver, par l'imitation de la nature, énormément de solutions aux problèmes et arrêter d'opposer les progressistes et les écologistes, l'ESS et le business. Je pense qu'on a dans la nature une grande partie des solutions qu'on devrait chercher de ce côté-là. Tu sais de qui c'est ? Laurent Tillon, je crois. T-I-2-L-O-N. Ok, merci pour cette reco. Merci à toi. À bientôt. Salut Salem. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.